7,8 millimètres en ce mois donc de mars 2025 à la station de Uccle, Bruxelles, ou comment passer d'un extrême à l'autre. On avait eu le grand basculement d'octobre 2023. On a le grand basculement à l'envers, cette fois-ci, de mars 2025. Passer de la grande pluie à temps sacrément sec, eh bien, c'est l'objet de ce décryptage météo numéro 17. Dans ce décryptage, évidemment, je vais avant tout parler de temps sec et pas de sécheresse. Il ne faut jamais oublier d'où nous venons. Avec le mois de janvier à Uccle, Bruxelles, en Belgique, eh bien, c'est quand même 153,8 millimètres au lieu de 75,5 de normal. C'est deux fois la moyenne mensuelle sur la période de 1991-2020. Donc, il y a évidemment eu beaucoup de réserves. Il faut dire qu'en février, les choses ont commencé à changer. Donc, la précipitation, encore une fois, à Uccle, 47,3 millimètres au lieu de 65,1. Mais bon, avec les réserves que nous avons donc engrangées, bah, c'est plus que 12 mois, eh bien, il y a évidemment encore de la marge. Ouais, si on regarde les anomalies de géopotentiel pour le mois de février, eh bien, on va vraiment constater que les choses ont vraiment radicalement changé. Donc, avec cette anomalie très présente, évidemment, sur la Scandinavie, et donc on a déjà progressivement un vent d'est plus continental qui a progressivement asséché la masse d'air. Mais pour la période qui s'étale pratiquement sur le mois de mars, c'est-à-dire du 23 février au 25 mars, eh bien, l'anomalie anticyclonique s'est plus déplacée vers l'Europe du Sud-Est. Rappelez-vous pourquoi donc il a fait vraiment très très doux, voire même chaud à certains moments dans l'Europe du Sud-Est. Ben, on peut le voir ici. Et donc on a eu en fait un vent qui était plus orienté continental durant tout ce mois. Et on peut évidemment comprendre pourquoi il a fait très sec durant ce mois de mars et on peut comprendre pourquoi il a fait très humide en péninsule ibérique avec cette anomalie dépressionnaire. Qu'en est-il actuellement? Eh bien, les choses finalement ne changent pas tellement. Donc, ce lundi 31 mars, avec cette anomalie rouge ici, vous avez bien un anticyclone à l'ouest de l'Europe occidentale, plutôt centré, donc l'anomalie anticyclonique centrée sur les îles britanniques. On a un creux qui est passé donc ce week-end et qui s'enfonce vers l'Afrique du Nord, du côté de la Libye. C'est la différence de pression entre ce creux et cet anticyclone qui ont provoqué et qui provoquent encore maintenant d'ailleurs de vents importants sur le sud-est de la France, mais aussi du côté de l'Espagne où ça a même perturbé certaines compétitions sportives. Et donc l'anticyclone est bien de retour et il compte bien s'imposer. Et si on met l'animation donc en route, on voit vraiment l'anticyclone qui va s'ériger plus en blocage scandinave, et puis il va avoir une évolution plus de rétrogression vers le nord-ouest, vers l'Islande. Donc on sera d'abord dans un régime de blocage, et puis plutôt dans un régime un peu limite ATR, en anglais on dit Atlantic Ridge, donc une crête atlantique qui va se forger, et cela va provoquer quand même sur l'Europe orientale eh bien, vraiment un vent de nord assez frais. Et donc, sur l'Europe occidentale, on sera un peu à la limite de tout ceci. En tout cas, ce sera quand même un vent plutôt continental qui va souffler. Donc, clairement sec. On sera à la limite, on sera plutôt relativement doux en France, malgré tout. On sera dans les normales saisonnières de manière générale en France, donc en Belgique. Mais donc, ce qui va surtout prédominer, c'est le temps sec. Et maintenant, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est pourquoi c'est ainsi. Pour comprendre ce qui va se passer, eh bien, il faut même revenir dans le passé. Donc, nous avons ici encore les cartes d'Alice Bentley à moins 48 heures. Vous avez donc l'hémisphère nord et ce sont encore donc les anomalies de géopotentiel. Donc, vous avez l'Europe
qui est ici, vous avez l'Amérique du Nord, et ce qui va être vraiment intéressant, c'est de constater en fait ce qui s'est passé dans le quadrant Pacifique. Donc vous avez ici vraiment une anomalie dépressionnaire qui elle-même se situe en aval d'anomalies anticycloniques, donc une anomalie dépressionnaire du côté du Japon, en aval d'anomalies anticycloniques du côté vraiment de l'Asie, et à l'avant, eh ben, si vous avez une profonde anomalie dépressionnaire, eh bien cela aspire une profonde anomalie, une belle anomalie anticyclonique, donc qui se déplace vers l'Alaska. Et cette anomalie anticyclonique elle-même, ben, qu'est-ce qu'elle va donc provoquer? C'est tout simplement le déplacement donc d'anomalies dépressionnaires qui se situent du côté du Canada. On va vraiment mettre en mouvement tout ceci maintenant. Voilà. Donc l'anomalie anticyclonique se renforce du côté de l'Alaska. Elle a tendance à un peu se déplacer et on va voir donc ces anomalies dépressionnaires qui se situent ici, qui vont commencer à se déplacer vers les Açores. Il y a une anomalie dépressionnaire ici. Et cela va impulser le développement d'anticyclones donc à l'avant avec cette rétrogression qui va se déplacer vers le Groenland. On va encore mettre tout ceci en mouvement. Regardez bien. L'anomalie qui continue à plonger à l'ouest de la péninsule ibérique. Et à l'avant, eh bien, donc on a vraiment cette anomalie anticyclonique qui a tendance à repivoter vers l'Islande et le Groenland. Donc ça, à la base, vous avez vraiment l'anomalie alaskaise. Vous avez, bon, donc maintenant, vous avez encore le dipôle, vous avez le reste du dipôle qui se situe ici, mais on voit que tout s'est déplacé vraiment vers le quadrant atlantique. Et donc, à l'avant de tout ceci, vous avez donc le redéploiement anticyclonique qui part de la Scandinavie vers l'Islande. Ce redéploiement est aussi visible sur cette carte. Donc vous avez l'ensembliste du modèle européen pour le dimanche 6 avril. Et c'est quoi en fait que vous avez comme image? Eh bien, c'est la température aux 500 hectopascales inférieure à moins 30 degrés et ce sont des probabilités donc de descendre en dessous de moins 30 degrés. Donc les probabilités sont évidemment nulles en fait ici. Parce que vous avez un anticyclone qui est rempli d'air chaud d'altitude, traditionnellement, et de part et d'autre, vous avez des creux, donc avec des probabilités beaucoup plus élevées. Donc, par exemple, à partir donc, de jaune, vous avez 50% de probabilité d'avoir moins 30 degrés. On est quand même le dimanche 6 avril, donc c'est comme une échéance relativement lointaine. Mais on peut donc comprendre que l'axe anticyclonique se situe plus ou moins sur l'Islande en fonction des probabilités, en tout cas en termes d'anomalies. Et donc, on va avoir de nouveau une plongée d'air froid sur l'Europe donc orientale. Et alors, on est quand même plutôt côté oriental dans l'Europe occidentale. Maintenant, ce qu'il se passe évidemment, c'est que comme vous aurez de l'air sec, vous aurez un temps ensoleillé, majoritairement ensoleillé, avec la puissance du soleil de début avril, eh bien, on peut quand même avoir des températures de saison, voire un peu quand même assez douces, de la Belgique à la France. Mais donc, ce qui va surtout prédominer avec cet anticyclone nordique, c'est un temps, encore une fois, très sec. On remarquera qu'on est encore une fois dans des flux méridiens. On reprend vraiment l'anticyclone ici. C'est la même carte de probabilité de température 500 hectopascales inférieure à moins 30 degrés, mais au niveau hémisphérique. Donc on a l'anticyclone ici. Sur le nord Atlantique, vous avez le creux qui descend sur l'Europe centrale. Vous en avez un autre donc du côté de la baie d'Hudson et Terre-Neuve. Vous avez une autre crête anticyclonique ici. Vous avez un creux ainsi de suite. Vous avez d'autres anomalies anticycloniques, des creux, etc. Donc on est vraiment dans des flux méridiens. Et quand nous sommes dans le, entre guillemets, bon côté des flux méridiens, eh bien évidemment, vous avez un temps ensoleillé et sec. Je dis entre guillemets parce que ça commence à faire assez long.
On va le voir dans quelques instants que c'est quand même assez ennuyeux. Si nous prenons le diagramme de l'ensemble donc du modèle européen pour la ville de Bruxelles, que va-t-on constater? Eh bien, qu'il y a quand même une belle certitude, notamment dans la température au niveau 500 hectopascales. On est dans des valeurs relativement anticycloniques, malgré tout. Ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'à partir du 5 avril environ, on voit qu'il y a plus d'incertitude au niveau des températures, de, donc au niveau 850 hectopascales, qui est dans les basses couches. Donc on voit malgré tout qu'il y a des possibilités encore, même si elles sont minoritaires ici, de voir une masse d'air plus fraîche s'engager sur le flanc est de l'anticyclone. Donc tout ceci est quand même à surveiller éventuellement pour dégeler. Mais ce que vous constatez surtout, c'est évidemment avec la présence de l'anticyclone, il y a une superposition entre l'anticyclone euh, qu'on peut voir aux 500 hectopascales, parce que les températures d'altitude montrent les anticyclones et les dépressions. S'il fait chaud en altitude, vous avez un anticyclone. S'il fait froid en altitude, vous avez plus une dépression. Là, on est quand même dans des températures relativement élevées, avec -20 au niveau 500 hectopascales. Et donc, ce qui se passe, c'est que même donc jusqu'à vraiment au 10 avril, on est quand même dans la toute première décade d'avril, on est vraiment dans un temps sec. Et si on regarde même au-delà, bon, ben, ce sont quand même quelques précipitations, mais c'est loin d'être fameux. Et donc, le temps sec qui a quand même commencé déjà en février et qui est maintenant très clair, qui s'est établi au mois de mars, eh bien, pourrait bien continuer durant le mois d'avril. Et si nous allons sur le site de l'Institut Royal Météorologique de Belgique, dans la partie prévision sécheresse, eh bien, on a un diagramme qui est quand même assez intéressant. Ce sont les précipitations cumulées sur les 90 derniers jours en moyenne belge, situation au 30 mars 2025, avec les courbes en vert qui indiquent donc la situation la plus humide dans la période du côté du 30 mars. Et puis, vous avez le sillon, lui, qui est vraiment la situation la plus sèche. Bah, que constate-t-on en fait? C'est que la situation actuelle en rouge, avant, au départ, était quand même assez proche de la courbe verte, et elle s'est maintenue ainsi en février et en mars, mais elle commence à baisser parce que, malgré tout, même si en février, on a eu une anomalie négative de précipitation, eh bien, il ne faisait pas encore exceptionnellement doux, certainement pas, et donc l'évapotranspiration n'était pas très élevée, mais en mars, eh bien, la température augmente et on voit que ça baisse vraiment. Et le problème ici, c'est que mois d'avril, vraiment, avec ce vent continental sec, et il pourrait y avoir aussi du vent qui va accentuer l'évapotranspiration, eh bien, on se rapproche vraiment de la zone en cyan, avec aussi cette zone en brun que vous avez ici, qui signale tout simplement l'extrêmement sec pour la période. Donc, oui, effectivement, il a fait vraiment humide pendant une longue période, mais cette période semble révolue malgré tout. Après, cela ne préjuge évidemment pas de ce qui pourrait se passer en mai et en été. Il faut quand même espérer que les pluies peuvent un peu revenir. Alors, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de réserves dans les nappes phréatiques. Pour l'instant, c'est avant tout un temps sec et potentiellement une sécheresse de surface. Ce n'est pas encore un véritable problème, mais il ne faudrait pas que cette situation perdure, et surtout en allant vers le mois de mai et l'été, quand les températures seront vraiment chaudes et que l'évapotranspiration fonctionnera à plein régime. Alors, si on prend donc ce diagramme des précipitations toujours à Uccle, Bruxelles, avec donc les évolutions sur les 3 décennies, les 4 décennies même, donc de 1961 à 1990 et jusque donc 2020, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, aussi bien mars que avril ou mai, eh bien, voir leurs précipitations diminuer. Alors que c'est pas vraiment la même chose pour les autres mois. Janvier, février augmente, juillet, ça stagne un petit peu, août augmente radicalement, septembre, ça a plutôt tendance à augmenter, octobre stagne, novembre stagne et décembre augmente. Donc finalement,
eh bien, les mois printaniers sont clairement ceux qui se détachent dans cette tendance. Et si on prend vraiment par saison, eh bien, c'est tout simplement clair. Voilà, le printemps diminue, alors que l'hiver augmente, l'été augmente légèrement et l'automne stagne. Donc, clairement, le printemps est une saison à part où les anticyclones prennent plus d'importance. Et je pense qu'il va être tout doucement intéressant de la part de notre équipe ou de quelqu'un d'autre d'analyser le pourquoi de tout ceci. Évidemment, on sait qu'avec les évolutions climatiques, eh bien, il y a des moments où il fait plus humide et d'autres où il fait plus sec. Donc apparemment, le printemps fait partie de ces moments plus secs, mais pourquoi spécifiquement? Je pense que vraiment des experts ou des passionnés comme nous devraient se pencher là-dessus. Ce printemps 2025 est-il en train d'inscrire un nouveau cycle dans toutes ces oscillations entre un temps humide et un temps sec? Après tout, le printemps 2023 avait été humide et il avait été suivi d'une période de 33 jours sans précipitation à la station de Uccle-Bruxelles, à cheval sur les mois de mai et juin 2023. Et puis on a eu ce grand basculement d'octobre 2023 avec quand même une bonne année de mois vraiment très pluvieux et ce record de précipitations annuelles en 2024, mais sans inscrire un nouveau record de jours de précipitations durant cette année. Ce qui montre qu'il y a aussi par jour de précipitations parfois de grandes quantités de précipitations qui tombent. Si vous mettez ça en parallèle avec ces longues périodes de temps sec, parfois vraiment plus d'un mois sans temps sec, ou en tout cas un mois de mars 2025, il y a de quoi se poser quelques questions. Est-ce qu'on est en train d'évoluer vers un nouveau paradigme climatique avec vraiment des oscillations entre des périodes très sèches et des périodes très humides? La question reste posée. En tout cas, durant ces prochaines semaines, il faudra clairement surveiller la position des anticyclones, la pluviosité, parce que si on continue, quand même, la situation, même s'il y a des réserves dans les nappes phréatiques, pourrait commencer à être à surveiller. En tout cas, j'espère que ce décryptage météo numéro 17 vous aura plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour soutenir cette chaîne et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le décryptage numéro 18. Salut!